Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à Histoire de Source, Source Story. Ici Christine Chevalet-Caron, qui est votre animatrice pour ce deuxième épisode en langue française. Donc, aujourd'hui, je vais avoir la chance et le privilège de discuter avec l'historienne Samia Dumais. Mais avant d'aller à sa rencontre, quelques petits mots sur notre projet. Donc, Histoire de Source, Source Story, c'est quoi? C'est un projet qui s'adresse à qui et pourquoi? Et quel est notre objectif? Bon, on s'adresse à tout le monde. Évidemment, tout le monde qui est intéressé par l'histoire, que vous soyez des universitaires professionnels, chercheurs, chercheuses, professionnels en histoire, des gens dans muséologie, ou peu importe, on s'adresse à vous. Si vous n'avez rien à voir avec l'histoire, mais que vous aimez l'histoire, on s'adresse à vous aussi. Mais on s'adresse particulièrement à un énorme groupe de personnes. Donc, il s'agit des enseignants et enseignantes au secondaire d'un bout à l'autre du Canada, en fait. Donc, on sait tous et toutes que les manuels scolaires et les programmes scolaires, évidemment, vont changer d'une province à une autre, mais qu'il y a un récit à travers tout ça qui est, somme toute, dominant et qui, malheureusement, a encore des trous à combler, des gens à visibiliser. Donc, on participe à ce processus-là afin de fournir des ressources et des pistes de réflexion aux enseignants, aux enseignantes, mais aussi à leurs élèves. Donc, comment on fait ça? Ça, c'est la question peut-être que vous vous posez. Donc, on rencontre des gens, des historiens, des historiennes, des archéologues, des archivistes, des militants, ça pourrait être des artistes, des gens qui participent à la production et à la diffusion de savoirs historiques, donc de connaissances, et on leur parle, en fait, on entame une discussion, mais pas simplement largement. On se concentre toujours sur une source qu'elle ou elle a choisie. Donc, cette source-là peut, par exemple, être une source qu'on appelle de première main, hein? Donc, quelque chose qui appartient à une époque antérieure à laquelle on s'intéresse et qui nous sert de base pour pouvoir développer nos écrits, nos connaissances. Mais ça peut être aussi un livre qui a soit été utilisé très important pour la personne qu'on rencontre ou encore qui a été écrit par la personne que l'on rencontre. Donc, c'est assez large et en fait, à partir de ce choix-là, en fait, le choix appartient à l'invité. 3 questions sont posées. La première, quelle est cette source-là? La deuxième, de quelle histoire appartient-elle? À quelle histoire appartient-elle et dans quoi s'inscrit-elle? Et troisièmement, comment vient-elle bouleverser, ébranler, chambouler le récit historique canadien dominant? Donc, c'est autour de ces 3 questions-là que la discussion est articulée avec notre invité. Donc, aujourd'hui, par exemple, je vais poser ces questions-là à Samia Dumais. Donc, vous pouvez, pour pouvoir voir et revoir notre épisode d'aujourd'hui, vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne YouTube, aimer, partager, commenter, ça va me faire plaisir de vous répondre. Ça va aussi vous permettre d'être à l'affût des vidéos qu'on a tournées précédemment et ceux qu'on va tourner éventuellement. Donc, pour plus encore d'accessibilité à notre contenu, je vous suggère fortement d'aller liker, en fait, d'aller nous suivre sur nos différentes plateformes, sur les différents réseaux sociaux. Donc, on est sur Pinterest, sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Donc, on vous invite à aller nous suivre et à y partager nos publications, encore une fois. Pour plus de détails ou pour plus de ressources ou de matériel, je vous invite à aller consulter notre site Internet. Parce que, comme je vous l'ai indiqué précédemment, on s'adresse notamment aux enseignants, aux enseignantes et à leurs élèves au niveau du secondaire. Donc, sur notre site Internet, vous allez pouvoir trouver non seulement nos vidéos, mais aussi des ressources qui vont vous aider à monter des projets avec les élèves de vos classes et d'ainsi de surpasser ce que l'on peut faire à travers les manuels scolaires et ou encore d'aller plus loin que le programme l'indique. Donc, je vous invite à aller visiter notre site. Le lien de notre site Internet se retrouve dans la description plus bas, donc c'est facile, même pas besoin de changer de page pour nous trouver. Donc, n'oubliez surtout pas de nous suivre, de partager et de liker. Et aussi, nos vidéos sont disponibles avec des sous-titres pour ceux pour qui ça faciliterait la compréhension. Donc maintenant, qui est-ce que je rencontre aujourd'hui? C'est Samia Dumais. Samia Dumais, elle est dans plein de projets très, très, très intéressants.
Notamment, elle fait partie de l'équipe de recherche de Histoire, Femmes, Genre et Immigration. Elle s'intéresse, donc, ce groupe de recherche-là mène actuellement une recherche sur les communautés séfarades du Québec et Samia y travaille afin d'identifier les questions, les rapports à l'antisémitisme dans cette communauté-là. Elle travaille aussi dans un groupe de recherche afin d'identifier les différents les dynamiques de profilage dans différentes institutions afin de les identifier, afin de les déconstruire aussi et de les combattre. Donc, elle travaille dans plein de domaines liés à l'histoire et donc qui sont tous et toutes liés de proche de loin avec ses propres recherches. Donc, Samia s'intéresse actuellement au Congrès des femmes noires du Canada, Congress of Black Women. Donc, aujourd'hui, elle va d'ailleurs nous présenter une source qui est en lien avec cette organisation-là, qui a marqué l'histoire du Canada pendant quelques décennies et qui a été particulièrement active à la suite de sa fondation dans les années 70. Donc, je suis extrêmement heureuse et excitée de pouvoir la recevoir pour plein de raisons. D'abord, Samia et moi, nous travaillons ensemble depuis quelques années et elle a vraiment des pistes de réflexion fécondes. Elle jette un regard original et novateur sur les sources qu'elle dépouille. Et donc, ça mène à faire émerger énormément de discussions et de réflexions, donc faire avancer les connaissances et les pistes d'analyse. Et probablement que la discussion d'aujourd'hui va vous permettre, en fait, d'avoir accès à ces angles d'approche et angles d'analyse-là qui sont tellement pertinentes et novatrices. Donc, je suis vraiment excitée de pouvoir lui en parler et surtout de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui. Ensuite, je suis vraiment très heureuse de la rencontrer puisque les archives sur lesquelles elle travaille, ce sont des archives que j'ai déjà eu la chance de consulter et qui doivent être consultées davantage et visibilisées, puisque ce sont des sources qui nous indiquent qui donnent tellement d'informations sur les actions, les préoccupations des femmes noires au Canada dans les années 70. Donc, ça nous informe à la fois sur les préoccupations de ces femmes-là, mais ça aussi vient dépasser le récit assez dominant des luttes des femmes dans les années 70 qu'on connaît, mais qui vont surtout être historicisées à partir des combats des groupes plus majoritaires. Donc là, on voit que des préoccupations spécifiques. Donc, ces archives-là, on va voir que ça nous permet de voir comment ces femmes-là sont préoccupées pour certains enjeux qui touchent vraiment les communautés noires. Ensuite, les questions femmes et ensuite les questions spécifiques qui les touchent en tant que femmes noires. Donc, même si le terme intersectionnalité n'est pas encore là, on va voir que ça nous alimente vraiment nos réflexions et sur ce concept-là et comment il peut nous être utile pour comprendre les luttes de l'époque. Ensuite de ça, je suis très heureuse de la rencontrer, de lui parler, puisque ça va nous permettre de vous donner accès à vous familiariser avec des sources peu connues de femmes dont les actions ont marqué l'ensemble du 20e siècle. Et j'en profite pour vous présenter un projet qui est un petit peu plus large. Très brièvement, le lien du site que je vais vous présenter va être aussi juste en bas ici, donc dans la présentation du vidéo. En fait, il y a un site qui est un véritable site d'archives. Donc, on peut vraiment, c'est un fonds d'archives numériques. Il s'agit de Rise Up. Donc, c'est vraiment des archives des mouvements féministes. Et il y a une page complète destinée au Congress of Black Women. Donc, dans celle-ci, on peut déjà se familiariser avec quelle est cette organisation-là. Donc, les objectifs, la structure, le membership. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a plusieurs documents d'archives qui sont consultables en ligne. Donc, des flyers, des rapports, des communications, vraiment, c'est assez diversifié pour plusieurs années. Donc, dès 1973, donc on le voit, et
Certains des documents vont vraiment être de leur branche locale, puisque c'est un peu une organisation parapluie qui rassemble des femmes de différentes provinces, de différentes grandes villes. Donc, je vous invite vraiment à les consulter. C'est vraiment facile d'accès et ça vous permet de vous familiariser avec l'histoire des femmes noires au Canada dans les années 70 et d'aller plus loin que le récit traditionnel du féminisme que l'on connaît et qu'on doit continuer à dépouiller tout ça, mais pour aller plus loin, je vous conseille fortement d'aller visiter ce site-là. Donc maintenant, on va aller rejoindre Samia qui nous attend pour faire émerger une discussion au sujet d'une archive spécifique du Congrès des femmes noires du Canada et je vous la laisse se présenter davantage et vous présenter son archive. Merci. Bonjour Samia, merci d'être avec nous pour Histoire de source. Ça me fait plaisir. Donc aujourd'hui, c'est là pour nous parler d'une archive, mais avant de parler de l'archive de laquelle on va discuter, j'aimerais ça que tu te présentes un peu. Donc, tu es étudiante à la maîtrise à l'Université du Québec à Montréal. Sur quoi tu travailles? Est-ce que tu as des groupes de recherche? Donc, tu peux nous en dire un peu sur toi, si tu veux. Oui, ben dans le fond, j'ai débuté ma maîtrise à l'hiver 2021. Donc, en fait, moi, je vais travailler sur le second congrès des femmes noires. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'inspirer des discours et des résolutions qui ont été adoptées à l'issue du second congrès des femmes noires dans les années 70. Puis, grâce à ces résolutions-là, je vais être en mesure de regarder la société canadienne et québécoise dans les années 70. Je vais aussi comparer les discours des femmes noires avec ceux des groupes féministes blancs qui étaient vraiment actifs à l'époque, surtout au Québec. Puis, je vais également me pencher sur les liens entre la communauté noire, afro-montréalaise en général, surtout, je dirais, les rapports entre hommes et femmes, mais également les liens nationaux entre diverses communautés noires. La plupart, en fait, de mes recherches sont un petit peu dans cette branche-là. Donc, je travaille, entre autres, comme agente de recherche pour l'Institut de recherche et d'éducation sur les relations raciales. Je travaille sur un projet de recherche qui va documenter le profilage racial dans le Grand Montréal. Je travaille aussi comme auxiliaire de recherche pour le groupe Histoire, Femmes, Genre, Immigration, qui est à l'UQAM sous la direction de Yolande Cohen. On fait un projet, en fait, on conclut notre projet sur l'immigration juive séfarade. Puis, je suis aussi impliquée avec l'Université Queen's pour le projet Alternate Visions, qui, dans le fond, documente les politiques féministes dans les années 60-90, entre les années 1960 et 1990, auprès de groupes féminins à bas revenus, racisés. Donc, voilà, c'est ma vocation. C'est déjà un bon profil. Puis pour être franchement honnête avec l'auditoire, on travaille ensemble pour Histoire, Femmes, Genre, Immigration avec Yolande Cohen. Donc, c'est un projet qui est très intéressant. Puis les autres projets aussi auxquels tu participes, c'est vraiment super, autant au niveau historique de documenter le profilage racial. Donc, peut-être qu'on va le voir un petit peu avec la source que tu vas nous présenter, mais c'est déjà quelque chose, tu sais, c'est quelque chose qui était déjà un enjeu qui tenait à cœur, en fait, pas le profilage, mais la lutte contre le profilage racial aux féministes noirs des années 70-80. Et en fait, c'est malheureusement, en fait, encore un enjeu d'actualité. Donc, sûrement que tu vas pouvoir faire, pas nécessairement aujourd'hui, mais éventuellement des liens entre les enjeux d'il y a 40 ans et les enjeux actuels. Donc, c'est vraiment des beaux projets et on te remercie vraiment d'être avec nous aujourd'hui. Donc, comme tu disais, tu travailles sur le Congrès des femmes noires dans les années 70, principalement au Congrès de 74, je pense, ou je me trompe? Oui. Exactement. C'est le second entre le 8 et le 10 novembre 1974 à Montréal. Donc, à Montréal. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la source que tu veux mettre de l'avant aujourd'hui puis qui te sert, je pense, qui est une source fondamentale de ton projet de maîtrise? Oui, totalement. Donc, en fait, c'est, je dirais, la source qui est le pilier là, un peu là, de ma méthodologie. Donc, en fait, c'est le rapport du second congrès des femmes noires. Le second congrès des femmes noires est intitulé The Black Woman and Her Family, donc la femme noire et sa famille. Le rapport est très volumineux. C'est un rapport de quand même une trentaine de pages au sein duquel il y a, oui, la résolution des divers panels du congrès, mais on peut également trouver le rapport financier du congrès, l'horaire du congrès. On peut aussi trouver un bref aperçu, en fait, du National Congress of Black Women, qui est l'association qui chapeaute le congrès.
Ouais, c'est super, super varié, super, je dirais, assez aussi pertinent pour les différentes thématiques qui sont abordées au sein du congrès. Donc, en tout, il y a eu environ 5 ou 6 workshops, conférences, ouais, on peut dire des conférences, des séminaires sur divers thèmes. Les résolutions font environ 3 à 6 pages chaque, donc c'est quand même, oui, c'est quand même assez costaud. Puis, ce qui est vraiment super aussi avec le rapport, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de noms de femmes qui ont participé. Donc, toutes les femmes qui ont appuyé l'émotion, toutes les panélistes, les modératrices, les femmes actives au sein du congrès, j'ai environ une cinquantaine là, de noms, la trace vraiment de ces femmes-là au sein du rapport. Ce qui est quand même assez exceptionnel, là, puisque déjà à la base, pendant longtemps, on s'est fait dire que s'il y avait moins de publications sur ces groupes de femmes-là, c'est parce qu'il n'y avait pas nécessairement d'archives, ce qui est totalement erroné comme idée, puisque, disons déjà que ton archive que tu nous présentes aujourd'hui en démontre le contraire, mais encore plus, sinon, il y a tout le côté des fois un peu anonyme des femmes Totalement. noires dans l'histoire, en général, mais particulièrement au Québec, Canada, donc ça permet aussi vraiment d'identifier après ça, puis probablement de faire des liens avec d'autres organisations, d'autres projets. Oui, totalement. Donc, puis cette source-là, comme qu'est-ce qu'elle te dit de l'histoire, mais aussi comme dans quelle histoire elle s'inscrit? En fait, cette source-là me dit d'abord qu'il y avait définitivement l'élaboration d'une pensée féministe noire dans les années 70 à Montréal. Ce qui fait en sorte que cette source-là, selon moi, s'inscrit dans l'histoire du féminisme québécois, dans l'histoire des femmes au Québec, mais aussi dans l'histoire des femmes canadiennes, parce que les participantes du congrès proviennent, oui, de Montréal, mais il y en a beaucoup aussi qui proviennent de Toronto ou des Maritimes. Donc déjà, on peut voir l'établissement en fait d'un réseau entre femmes, pas nécessairement juste des femmes noires, il y a aussi des femmes en fait de tous horizons là, qui étaient vraiment la bienvenue au congrès. C'est sûr qu'il y a une très, très grande majorité de femmes noires qui en font partie, mais aussi, je dirais, l'établissement en fait de revendications qui touchent vraiment, oui, la femme noire, mais aussi la condition de la femme. Donc, on a vraiment une critique, comment je pourrais dire, une critique en fait, parce que je ne veux pas dire que c'est seulement une critique en fait des enjeux qui avaient vraiment rapport spécifiquement à l'identité des femmes, à leurs intersections. C'est beaucoup plus gros que ça, en fait. C'est vraiment une critique, en fait, de toutes les institutions au sein desquelles les différentes conférences s'articulaient. Donc, quand je dis critique des institutions, on va parler critique du système d'éducation, critique du système de protection de la jeunesse, critique, en fait, aussi seulement de la position de la femme, de la façon dont elle circule et elle navigue dans la société. C'est vraiment, en fait, c'est extrêmement dense. Donc, juste pour ça, l'histoire sociale est également, selon moi, là, une histoire à travers laquelle la source peut être lue. Puis, finalement, ben, l'histoire afro-canadienne aussi, là, c'est un champ qui est en pleine expansion. Puis, définitivement, cette source-là permet d'amener un regard nouveau sur le militantisme noir de la seconde partie du 20e siècle, parce que, bon, on connaît quand même le militantisme noir du 20e siècle. Il y a beaucoup d'historiens, là, je pense rapidement à David Austin, qui a écrit beaucoup, beaucoup sur le sujet. Malheureusement, les femmes noires, on les voit un petit peu moins, surtout dans la seconde partie du 20e siècle, mais vraiment, cette source-là permet de remédier un petit peu à cette absence, puis de voir que oui, les femmes s'organisent à cette époque-là, elles développent des réseaux, elles militent. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça aussi qui est intéressant dans ce que tu soulignes, là, puis je suis complètement d'accord avec toi. Déjà, il y a David Austin qui a fait un travail qui est exceptionnel, puis heureusement qui a été aussi traduit, parce qu'il y a aussi l'histoire des communautés noires au Canada est vraiment plus, disons que l'historiographie est un petit peu plus foisonnante en anglais qu'en français. Ouais. C'est un des gros problèmes. Puis c'est ça aussi qui peut être intéressant avec cette source-là, puis dis-moi si je me trompe, là, c'est à la fois ça contribue à plusieurs types d'histoires, à plusieurs champs historiographiques, autant l'histoire du militantisme oui. au Québec à ce moment-là, autant féministe que plus gros que ça, c'est le nationalisme qui prend de l'ampleur. Le fait que, comme David Austin le démontre, c'est quand même aussi le Black Power. Montréal est finalement une plaque tournante. Puis ça, c'est rare qu'on l'aborde, là, autant dans les manuels scolaires que généralement plus largement.
Puis ensuite de ça, ben, au niveau de l'histoire des femmes qui est finalement dans les grandes synthèses, j'ai pas l'impression d'avoir vu des traces de ce congrès-là. Puis pourtant, c'est la période qui est souvent le plus traitée. Ouais. Est-ce qu'il y a est-ce que tu peux nous parler un petit peu, est-ce que tu as identifié des préoccupations parce que le thème, c'est la famille, mais est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué en voyant ça comme préoccupation? Parce que c'est général en tant que femme, mais est-ce que tu as vu des trucs plus spécifiques à travers la famille, l'éducation? Oui. Bien, je te dirais que ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est vraiment à quel point les femmes noires sont conscientes des représentations qui sont assez essentialisantes à leur égard, de la part de la société en général, mais aussi de la part du gouvernement. Puis leur but, en fait, c'est vraiment de s'émanciper de ces représentations-là. Puis ces représentations-là prennent, entre autres, oui, leurs conditions de femmes, mais surtout leur couleur de peau. Donc, déjà, en fait, dans les années 1974, ben, en fait, dans les années 1970, pardon, il y avait il y a eu un workshop, il y a eu une conférence qui était dédiée à la triple répression des femmes noires. Donc, de par leur genre, de par leur couleur de peau, mais également de par leur précarité économique dans la société. Donc, vraiment, là, les premières fibres quasiment là, de la pensée intersectionnelle, ça se voit déjà dans les années 1970. Il y a aussi le fait que les femmes veulent, en fait, reprochent beaucoup à la communauté noire, donc surtout envers leurs comparses masculins, en fait, là, vraiment de les invisibiliser au sein du mouvement ou même de les paternaliser. Donc, les femmes veulent occuper des positions d'autorité au sein de leurs diverses institutions. Elles veulent que leur voix soit entendue. Elles veulent que ce soit des motions. En fait, ces motions-là, j'ai l'impression que c'est un anglicisme, en fait, ces résolutions-là, pardon, sont vraiment à l'échelle canadienne. Donc, c'est pour toutes les communautés noires au Canada, dans toutes les institutions, qu'elles soient gouvernementales, communautaires ou que ce soit même à l'Église, même dans le fond, dans la sphère privée, elles veulent que leurs perspectives, que leurs idées, puis que leur situation soit reconnue par leur père. Puis, même à l'époque, en fait, on parle beaucoup là, dans les derniers temps là, du manque de représentation dans littéralement tous les milieux, en fait, là, de la société. Les femmes noires à l'époque demandent davantage de représentation. Elles demandent également aux membres ou en fait aux femmes qui ont participé au second congrès de se mobiliser, d'écrire entre elles sur leurs conditions de femmes, d'écrire sur le féminisme noir, de produire en fait une certaine bibliographie, une certaine historiographie qui ne sera pas produite en fait par leurs comparses masculins ou par les femmes blanches qui vont invisibiliser en fait leur expérience dans la société. Donc déjà là, cet appel, selon moi, c'est vraiment la preuve de l'émergence d'une pensée féministe noire dans les années 1970. Puis une pensée féministe noire qui émerge pas nécessairement dans un cadre, on va dire, un peu plus académique ou un peu plus élitiste, vraiment au sein d'un congrès qui rassemble des femmes de tous les horizons puis de toutes les classes sociales. Puis, un dernier truc aussi qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est justement le fait que les femmes reconnaissent également qu'elles sont privilégiées dans un sens de pouvoir avoir comment je pourrais dire, cet espace de partage parce que en fait, les personnes qui vont donner les conférences, il y a beaucoup, beaucoup d'académiciens et d'académiciennes, donc des personnes qui possèdent un certain statut dans la société. Les femmes veulent que le congrès, les résolutions du congrès soient accessibles à tous et à toutes. Donc, une des résolutions, c'est également d'enclencher un certain processus de diffusion pour que les femmes noires qui n'ont pas nécessairement les moyens ou qui ne peuvent pas en fait se permettre d'assister à ce genre de rassemblement-là soient également au courant de ce qui se fait dans la communauté. Donc, pour moi, c'est vraiment un symbole très fort d'une solidarité, puis quand même d'une certaine conscience de classe aussi qui émerge. Là. Donc, ouais. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir l'actualité de ces questions-là, aussi de voir. Ouais. Il faut identifier, je pense que tout groupe a besoin d'une identité à travers l'histoire, là, à visibiliser. Puis on voit aussi que c'est des enjeux, on peut historiciser des enjeux qui sont encore propres aujourd'hui. Bon, ça serait le fun que ces enjeux-là ne se posent plus, là, je pense qu'on est d'accord avec ça, mais de voir aussi, comme tu parlais, comme s'il y avait un peu, il y a pas l'ombre, là, mais comme s'il y avait l'héritage de l'intersectionnalité avant l'heure, comme s'il y avait un prédécesseur à quelque chose, à cette conscience-là, mais aussi ces femmes-là qui vont dire comme, ah, ben, c'est un privilège de pouvoir se réunir, par exemple, de pouvoir se déplacer parce que ben, il y a des femmes qui viennent de Vancouver, de Victoria, donc de pouvoir se déplacer à Montréal, de prendre congé. C'est sur plusieurs jours, donc des fois même des Montréalaises de prendre congé, mais cette conscience-là aussi
euh, pas juste, tu sais, leurs conditions de femmes, de personnes noires, de femmes noires, mais Ouais. aussi que de ne pas penser que tout le monde est dans la même classe sociale. Donc, tu sais, de voir qu'il y a comme vraiment une multiplication des situations à travers aussi ce groupe-là qu'on va avoir tendance dans l'histoire à tout mettre dans un bateau homogène, là. Donc, ça va être vraiment intéressant. Puis une autre chose que tu soulignes, que tu as apporté et qui me semble vraiment intéressant, c'est la question de produire une historiographie des sources et documents, d'écrire. C'est comme s'il y avait une conscience, tu sais, à la fois, c'est comme si ton archive te permettait de démontrer qu'il y avait une conscience de production de l'archive, tu sais, de l'archive, c'est très importante, un peu comme on fait en histoire orale, tu sais, l'objectif de récolter des récits pour être sûr de pouvoir les léguer, puis plus tard de pouvoir continuer encore à écrire l'histoire Oui, totalement. des parcours des gens. Mais ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant. C'est comme l'archive dans l'archive. Là, il y avait une conscience de laisser des traces, d'être visibilisé, puis pas visibilisé par les autres pour pas comme être stéréotypé ou occulté. Mais en quoi ce document-là, cette source-là, peut contribuer à comme ébranler, contester, remettre en question le récit canadien historique comme, disons, officiel, enseigné au secondaire. Ben, quand il est enseigné, parce qu'on va se dire souvent qu'il n'est juste pas enseigné. Cette absence-là, ou en fait, même la façon dont c'est mis en récit, comment ça peut venir bouleverser cette histoire-là? Mais outre le fait que cette source-là, en fait partie d'une pluralité d'histoires comme on l'a mentionné tantôt, je pense aussi que ça déconstruit en fait l'idée selon laquelle les femmes noires ne sont pas nécessairement des vectrices de changement puis qu'elles occupent un rôle très passif dans la société, un rôle qui est tellement passif en fait qu'on pense que premièrement, elles ne laissent pas de source et que deuxièmement, ben, elles ne sont juste pas actives dans certaines années. Donc, on voit qu'en fait, les femmes noires s'organisent, se mobilisent, militent, qu'elles laissent des traces et que ultimement, ben, c'est pas quelque chose qui est éphémère parce que oui, il y a eu le second congrès des femmes noires, mais c'est le second en tout, il y en a eu 6. Donc, il y a vraiment eu une organisation à l'échelle nationale qui est totalement invisibilisée par l'historiographie dominante. Donc, pour moi, ça, c'est que, en fait, ça m'a choquée parce que c'est pas comme si c'était un petit événement isolé qui s'est passé une fois, qu'il y a eu une vingtaine de personnes qui y ont assisté. Non, c'est 500 personnes de tout le Canada qui se sont mobilisées à Montréal pendant une fin de semaine. Puis, ultimement, ben, un rapport de 35 pages en est sorti. Puis, au sein de ces 35 pages-là, ben, il y a également une conscience militante puis des actions concrètes qui ont été posées après le congrès, dont on voit les répercussions aujourd'hui. Donc, pour moi, en fait, c'est en soi, juste la tenue du congrès remet totalement en question le récit dominant. Puis ça m'amène aussi à me pencher, puis à me questionner sur l'impact sur le long terme, en fait, de ces revendications-là. Ça me permet aussi de déconstruire l'idée selon laquelle il n'y a pas nécessairement de communication entre les diverses communautés noires du Canada, que les communautés noires au Canada sont tellement peu nombreuses que leur expérience est tellement spécifique, tellement juste, une expérience qui ne correspond pas du tout à ce qu'on voit dans ces années-là, au secondaire, au collégial et tout, que ça ne vaut juste pas la peine de se pencher. Pour moi, ça déconstruit en fait toutes ces notions-là. Puis, je trouve ça quand même assez intéressant ce que tu mentionnais plus tôt sur mes recherches, parce que moi, avec le rapport, bien, il y a beaucoup de revendications que je vois qui sont quand même similaires aussi à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Tu sais, juste par exemple, le besoin de représentation qui est plus grand, le besoin, en fait, d'avoir des femmes noires dans l'espace public qui sont capables de représenter les intérêts de leurs semblables, la solidarité aussi qui en émerge, des actes aussi militants comme des manifestations, l'écriture aussi d'une histoire par des femmes noires, pour des femmes noires. Ces traces-là, en fait, puis ces revendications-là ont porté écho quand on pense, en fait, à l'historiographie, puis aux articles et aux études qui se développent sur l'histoire des femmes noires ou sur l'expérience de la femme noire. Ça ne vient pas de nulle part, ce désir, en fait, de se faire entendre. Donc, pour moi, c'est énorme. Ouais. Je pourrais... Ouais. La façon dont l'article, ce qui est intéressant dans ton propos, dans ton idée, c'est qu'on dirait ce qui en ressort, c'est qu'à la fois, il y a une permanence de ces enjeux-là, mais tu vois quand même des changements
Donc, c'est intéressant parce qu'on n'est pas juste comme, ah, ben là, c'est les mêmes enjeux, puis tout ça. Comme s'il y avait un héritage dans les luttes d'une génération à une autre. Puis ce que tu as dit aussi, autant, il y a plein d'affaires que tu as dit que je trouve intéressantes, là. La première, puis tu peux rebondir dessus aussi, là, c'est la question de la représentation. Tu sais, l'action aussi, pas juste la représentation, mais de l'action. Tu sais, du fait que souvent, on va parler des femmes noires à cette époque-là, en fait, comme étant passives, tu sais, comme s'il n'y avait pas leur place dans l'histoire, alors qu'ils ont complètement leur place dans l'histoire, comme actrices sociales. Tu sais, même s'ils avaient été dans le foyer, il y aurait leur place dans. Même si c'est resté au foyer, il y aurait leur place dans l'histoire, mais là, en plus, leur action sociale, tu sais, est enfin visibilisée grâce à une archive comme celle-là. Donc, ça défait énormément. Tu sais, ça ne fait pas juste les visibiliser, mais ça ébranle toute la façon dont elles ont été représentées. Donc, c'est comme une double portée que je trouve intéressante, vraiment pertinente, en fait. Oui, totalement. Puis ce que je trouve aussi vraiment intéressant, c'est qu'autant ces femmes-là se prononcent sur leur propre expérience, ben, elles sont aussi capables de se prononcer sur des enjeux qui touchent la société au grand complet ou leur comparse. Puis c'est quand même assez paradoxal de voir que. Bon, je vais donner un exemple très, très concret. Là. Il y a une résolution, en fait, qui demande. En fait, les femmes noires, pendant le Second Congrès, vont demander au gouvernement puis au ministre de l'Immigration de l'époque, je crois que c'était M. Bienvenu à l'époque, mais je ne veux pas. En fait, je ne veux pas non plus m'aventurer trop là, de ne pas. En fait, de cesser la déportation des réfugiés haïtiens de façon systémique. Donc là, on sait, dans les années 1970, suite à la grande immigration de la communauté haïtienne à cause du régime de Duvalier, il y a eu une crise migratoire vraiment grande. Il y a aussi eu de nombreuses manifestations en lien avec la condition des chauffeurs de taxi haïtiens qui se faisaient vraiment bafouer de leurs droits. Bref, ça a quand même été assez important. Puis, les femmes noires, bien qu'elles étaient en mesure d'exprimer leur désaccord avec la façon dont elles se faisaient traiter par les hommes noirs qui étaient quand même visibles dans la société, ça ne les empêche pas de démontrer beaucoup de solidarité à l'égard de leur communauté, à l'égard de leur mari, de leurs frères, de leurs fils, mais elles sont également capables de porter un œil critique sur les agissements de ces derniers à leur égard et de dire, bon, ben, tu sais, vous nous... Il y a quand même une forme d'oppression qui se perpétue dans la sphère privée et quand vous nous invisibilisez, en fait, de vos grandes revendications, regardez, on peut s'appuyer, on peut s'aider. Donc, pour moi, c'est vraiment une belle démonstration de solidarité, mais aussi une bonne leçon là, qu'elle leur donne en même temps. Oui, mais c'est vrai que c'est vraiment une belle leçon de solidarité. Puis, comme tu dis, qu'il leur donne en même temps, mais parce que, tu sais, c'est toute la complexité, puis de montrer aussi que, bien, on peut critiquer quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas défendre les personnes. Puis, tu sais, c'est ça aussi quand la famille, la communauté, les liens de solidarité sont vraiment forts, c'est que tu peux critiquer, mais quand même défendre. Puis, c'est, tu sais, on voit peu ça, malheureusement, comme modèle historique, puis de voir que ça se peut, c'est aussi quelque chose qui serait important aussi d'enseigner aux jeunes au secondaire parce que c'est correct de critiquer, mais aussi de défendre un groupe dans lequel tu fais partie, puis leur montrer que c'est possible à travers l'histoire. En fait, ça devient des modèles à suivre, ces femmes-là. Donc, c'est vraiment. Ils passent de. On fait une place dans le récit historique, à genre, mais pas juste une place passive. C'est OK, bien, on peut vous montrer comme un modèle parce que vous avez clairement agi d'une façon qui devrait avoir une influence sur les jeunes parce que c'est une belle façon d'agir. Oui, puis c'est drôle aussi que tu dises une influence sur les jeunes parce qu'en fait, il y a une des conférences où c'est uniquement des jeunes femmes noires qui sont venues. Là, on parle de jeunesse, là, donc c'était adolescente, on va dire, niveau collégial, donc on va dire entre 14 et 19, 21. Vraiment, là, un panel entier a été consacré aux jeunes qui sont venus présenter des revendications vraiment variées. Il n'y avait pas vraiment une thématique en particulier sur ce qu'elles aimeraient voir comme résolution pour le futur, mais également selon leur expérience de jeunes filles, femmes noires. Puis ultimement, ces résolutions-là ont été adoptées, puis elles ont même été transportées jusqu'à la branche, on va dire, nationale du National Congress of Black Women qui a établi les résolutions apportées par les jeunes sur l'échelle nationale. Donc, c'est quand même cool de voir que même ces jeunes filles-là, en fait, ont eu, en fait, l'espace, puis ont eu l'opportunité de démontrer de la gentilité. Ouais.
Oui, mais ça montre une solidarité intergénérationnelle avec Exactement, oui. une Vraiment. valorisation des points de vue, des préoccupations des plus jeunes. C'est Oui. vraiment, c'est vraiment bien. Donc, en fait, c'est vraiment une source qui peut être utile comme à plein de niveaux, là, de la façon dont on Mm. parle. Tu sais. Autant, je pense qu'il y a beaucoup d'adolescentes dans les écoles secondaires qui aimeraient ça pouvoir probablement consulter peut-être tout le rapport, mais tu sais, déjà cette partie-là pour voir Ouais. ben, qu'est-ce que les femmes noires, les jeunes filles noires, voir ce que les jeunes filles noires de l'autre époque avant elles pouvaient revendiquer, c'est quoi leur action. Donc, ça peut être vraiment des modèles à remettre, ben pas à remettre parce qu'on les a pas mis, là, mais vraiment à mettre en lumière éventuellement. C'est vraiment une source qui est riche aussi pour revoir les mouvements militants, que ce soit en général ou encore féministes. Donc, ben, merci. Est-ce que tu Mhm. avais d'autres choses à nous ajouter sur ta source, à proposer? Non, je pense que ça fait le tour. Oui. Donc, peut-être juste rajouter que pour ceux et celles qui sont intéressés par ces archives-là, en fait, ça s'inscrit dans les archives plus largement du Congress of Black Women, le Congrès des femmes noires. Et tu Mhm. peux nous dire où elles sont consultables? Oui. En fait, elles sont consultables à l'Université Concordia, aux collections spéciales qui se trouvent à la Bibliothèque Vanier, donc dans l'ouest de Montréal. Ben, génial, merci. On va pouvoir inviter les gens à aller les consulter. Donc, ben, merci beaucoup, Samia. C'est vraiment un plaisir de te parler. C'était vraiment très intéressant Merci à toi de comme m'avoir discussion. accueilli. Et ça me fait plaisir. Puis, à une prochaine fois sur une autre, peut-être une autre source, parce que je pense Et qu'il y a oui, beaucoup de sources dans le corpus que tu es en train de dépouiller qui devraient être mis de l'avant puis valorisées. oui, totalement. Merci beaucoup, Christine. Merci, passe une belle soirée. Toi aussi.